Bonjour, nous étions généralement à intégrer le point d'écho et je suis ravi de pouvoir être ici pour mettre en œuvre cette technologie. Nous allons avoir une séance particulièrement intéressante. J'espère que tout le monde pourra assister à ces deux sessions et j'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, je voudrais juste, en guise d'introduction, parler donc des technologies numériques. Comme vous le savez, euh, depuis longtemps, depuis le début de ce millénaire, la technologie développée par les êtres humains et les technologies utilisées par les mineurs sont des technologies finalement assez similaires à la base de technologies utilisées depuis de nombreux siècles ou millénaires. Les, euh, nous vous donnons les références en matière d'innovation tout au long de cette séance. Et pour cette session, donc, nous allons regarder les nouveaux développements technologiques en termes d'économie digitale et numérique et voir les impacts dans le secteur des mines artisanales à petite échelle ou MAP. D'après donc la prospection concernant les mineurs, pour retracer également les environnements, l'impact environnemental et les différents filons. En utilisant donc des satellites, des drones, des avions pour récupérer des données de surface et les développements récents de satellites et de technologies de capteurs permettent des développements intéressants, des capacités qui peuvent être soulignées, y compris la résolution et les détections, les changements d'échelle, les radars également, qui permettent d'identifier dans les filons dans les différents terrains, qu'il s'agisse de terrains forestiers ou autres. Ici à Genève, nous travaillons sur le développement de capteurs et de développement des politiques pour l'extraction minière artisanale à petite échelle de l'or. C'est un petit résumé des applications donc MAP. Aujourd'hui, en termes de technologie, la plupart d'entre vous en ont peut-être entendu parler et comprennent mieux certainement à l'issue de ces différentes séances. Il y a un grand besoin en termes de traçabilité pour l'alimentation de la chaîne d'approvisionnement, en termes de transparence. Au cours de cette session, il sera particulièrement intéressant de connaître l'ensemble de ces technologies numériques et autres technologies qui généralement qui sont complémentaires. Les données utilisées également avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, ainsi que les reconnaissances électroniques en utilisant également la blockchain. Cette technologie peut être combinée donc sur le terrain avec les travaux développés directement dans le respect des différents critères d'exigence. Avant de présenter le premier intervenant, n'hésitez pas à nous signaler toutes questions éventuelles ou commentaires dans le chat. Je vais présenter le premier, Peter Cherico, qui représente le JS et le responsable scientifique et technique en termes de finances et de contre-mesures financières. Pet, 25 ans d'expérience, il se concentre sur le secteur minier des diamants et la technique de cartographie morphologique. Pete, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Kenneth. Alors, je crois qu'on pourrait peut-être commencer par nous poser la question de savoir pourquoi il conviendrait de faire un travail de meilleure qualité finalement dans le domaine des EMAP, des extractions minières, donc artisanales ou à petite échelle de l'or. Alors,
On a déjà fait allusion à toute une série de paramètres tels que les dépôts géologiques et la géomorphologie, l'impact qu'elle peut jouer, mais il y a également toute une série de responsabilités par rapport aux communautés, au gouvernement et une meilleure information par rapport à la planification donc de tous ces mines aurifères entre autres serait dans l'intérêt du plus grand nombre. Alors tout d'abord, essayons de voir les premiers défis posés par la géomorphologie. Des premières sources de préoccupation est que la qualité, du dépôt minier finalement est souvent inconnue ou en tout cas très peu et mal compris. Actuellement, ce que nous savons, c'est que la plupart de ces dépôts qui sont, et minerais qui sont exploités aujourd'hui, sont le fruit de prospections qui ont eu lieu probablement dans les années 60 ou 70. Alors est-ce que cela compte? Eh bien oui, parce que je pense, moi, que la plupart de ces extractions à petite échelle n'auraient même pas été considérées viable économiquement d'un point de vue d'un économiste classifié ou gradé ou habilité à le faire de nos jours, s'il avait connu finalement l'état des lieux. Alors, en plus de grandes portions d'Afrique du Sud et d'autres portions du continent sont également affectées par des conditions météorologiques assez rudes et qui donc érode les surfaces envisagées, que ce soit sous des couches de glace ou d'autres matériaux. Donc, les échelles géologiques et les dépôts au fil du temps, finalement, sont parfois difficiles à analyser dans des climats tropicaux ou sous-tropicaux, surtout lorsqu'ils sont obscurcis par des couches épaisses de brouillard, donc ou de glace, comme on l'a dit, ou bien de végétation trop épaisse, finalement, pour aller analyser toute l'historique des dépôts. Alors là, vous voyez une image de la Guinée en Afrique occidentale, mais il y a certainement des lieux comparables en Amérique latine ou en Asie. Et ce que l'on peut dire, c'est que finalement, ces contextes de végétation assez dense, finalement, et de géomorphologie difficile ne facilitent pas le terrain. Alors, donc, étant donné qu'il s'agit de terrains un petit peu vierges au niveau de la récolte de données, à cause d'explorations faites de manière assez aléatoire et erratique au cours des dernières décennies, avec finalement des objectifs de gain, je dirais, de court terme, et sans avoir une vision suffisamment harmonisée et uniformisée finalement de l'intérêt de la récolte des données ou d'un accès finalement public à une sorte d'archive qui n'existait jusqu'à présent tout simplement pas. Donc les exploitations de ces mines ont souvent été retenues finalement par des entreprises propriétaires ou inconnues du public en tout cas. Alors, les systèmes d'imagerie satellitaire ont permis d'améliorer notre accès finalement à cette cartographie qui est le b.a.-ba, je dirais, ou le premier maillon finalement de l'établissement d'une base de données scientifique un tant soit peu fiable. Alors, nous pensons que donc ce patchwork d'informations qui va encore requérir énormément beaucoup d'efforts et d'expertise pour arriver en faire sens finalement, pourra petit à petit grâce aux technologies notamment à distance se parfaire. Prochain transparent s'il vous plaît. Alors, en grande ligne, on parle de deux types de dépôts, primaire ou secondaire. Alors, les dépôts de type primaire ont été formés dans la couche de la croûte terrestre elle-même, alors que les secondaires sont plutôt le fruit d'érosion des matériaux minéraux originaires. Alors, la prospection de ces deux types de sources, finalement, peut se faire par le biais de différentes techniques dont nous en allons illustrer quelques-unes ou débattre de quelques-unes aujourd'hui. Mais de façon générale, elles se subdivisent essentiellement en trois types de techniques. La première, il s'agit de la cartographie lithographique, assez traditionnelle. La deuxième est plutôt strato-géomorphologique. Et la troisième, à laquelle je ferai allusion brièvement, sont les cartographies géobotaniques. Alors, tout d'abord, les collecte de données à distance permet donc, comme on le disait, en fonction des conditions météorologiques, de mieux établir de quoi sont faites les différentes couches géologiques avec différentes technologies donc, de prospection à distance avec une série de sensors, Sentinel, Landsat, Aster par exemple, qui permettent de voir au travers de différentes longueurs d'onde du spectre finalement de la lumière et qui permet de rendre visible à l'œil des
caractéristiques du terrain qui normalement ne le sont pas à l'œil nu. Et ces données sont ensuite publiquement accessibles et gratuites, mais elles nécessitent néanmoins d'avoir un hardware et l'expertise en matière de logiciels aussi qui permettent de traiter ces données au niveau donc des cartes, je dirais, académiques de bon niveau dans l'exploitation de ces données. Donc ensuite, il y a évidemment des images à mettre au point en fonction aussi du champ magnétique, par exemple. Certaines de ces données d'ailleurs peuvent être chargées sur des drones de petite taille qui permettent alors ensuite à la récolte de données de se faire de façon encore plus intelligente. Alors sur ce transparent, la première image que vous voyez du côté gauche, par exemple, l'image A, est un exemple donc de cartographie faite réalisée en Oman, permettant par le biais du véhicule Aster donc, de reconnaître toute une série de caractéristiques géologiques et minérales et de les replacer dans leur contexte avec une légende assez détaillée comme vous le voyez. Deuxième type de technique que j'avais voulu vous citer concernait donc les cartographies de type plus structurel avec des images que, comme vous le voyez sur la partie supérieure du côté droit, des failles et différentes fractures du terrain qui ressortent de manière un peu plus évidente et permettent de mettre au point des stratégies d'exploration. On repasse aussi sur des radars tels que Sentinelle-1, comme vous le voyez, qui a d'ailleurs été financé, mis au point par l'Agence spatiale européenne, et également d'autres départements tels que Copernicus et Astergy. Alors l'image du côté droit, donc qui s'intitule B ici, montre un extrait de la Guyane, donc un échantillon de la Guyane, pardon, qui a été obtenu à l'issue d'une collaboration avec l'Agence spatiale européenne en question, et où nous utilisons une série d'images synthétisées qui permettent de refléter les fractures du terrain, donc avec leur surélévation respective. Alors, ces modèles d'élévation numérique sont des technologies disponibles surtout et utiles lorsqu'il y a une couverture nuageuse trop épaisse. Alors, la troisième cartographie ou technologie de cartographie dont je voulais vous parler, que l'on retrouve ici sous l'appellation C, dans le coin inférieur de ce transparent, vous le voyez, parle des dépôts géomorphologiques et de leur analyse à réaliser à l'aide de satellites et d'images de drones, par exemple, mais qui interprètent et finalement accorde davantage d'importance aux méandres ou aux délimitations de la géographie ou du paysage naturel, de la végétation botanique, comme on disait. Donc cette troisième image ici est un exemple du paysage géomorphologique de la Côte d'Ivoire en utilisant la saga GIS, qui est donc un instrument également libre d'accès d'utilisation. Alors, les guides botaniques, effectivement, on l'a dit, dans les climats surtout de type tropicaux, permettent d'établir des liens avec ces dépôts minéraux souvent occultés ou cachés, avec certains spectres végétaux finalement bien caractéristiques d'un sous-sol riche en minerais. Un exemple typique de ceci serait par exemple dans la République démocratique du Congo, où l'on trouve une très rare et spécifique sorte de menthe avec des fleurs bleues qui aiment fleurir sur des dépôts de cobalt. Et ceci peut être détecté par le biais d'une imagerie, donc satellite, qui permet de les repérer. Donc l'une ou plusieurs combinaisons de ces différentes technologies de cartographie sont souvent utilisées pour essayer de développer et de mettre au point ces cartes et ces systèmes ou guides de vérification de terrain. Mais il serait aussi évidemment bien entendu important de pouvoir recourir à des fourrages par exemple pour pouvoir compléter, je dirais de manière plus exhaustive et fiable, ces premiers éléments de cartographie afin de remplir vraiment une fois de plus toutes les lacunes de nos archives en la matière. Prochain transparent s'il vous plaît. Alors, à cause de la diversité des minéraux impliqués et des contrastes géographiques, ainsi que
du contexte culturel. Il n'y a pas de solution unique finalement pour les activités de prospection minière où qu'elles soient. Donc les défis posés par ces circonstances risquent d'aggraver finalement l'écart entre les technologies à notre disposition et la connaissance du terrain et combler finalement cet écart est important, même s'il ne s'agit pas de technologies à la disposition des autorités nationales. On voit ici sur le graphe une tentative de caractériser différents exemples donc de ces données qui sont fort utiles, ma foi, dans l'établissement de la cartographie, mais d'accessibilité ou d'utilité différente en fonction justement de l'expertise nécessaire pour arriver à les interpréter aussi. En résumé, j'aimerais vous mettre en exergue le fait que certaines de ces technologies peuvent être utilisées pour la enfin, les plus utiles finalement sont aussi celles qui sont les plus complexes, telles Aster, pardon, ou les autres qui sont transportés par des radars requièrent une formation finalement dans le traitement des images numériques et une interprétation lucide, je dirais, qui permettent d'extrapoler l'effet de ces données numériques. Alors, ceci doit donc pouvoir se faire sans que les extractions minières artisanales ou de petite échelle soient systématiquement le dindon de la farce. Et comment arriver à faire en sorte que cette cartographie soit disponible à toutes les entreprises sans violer la souveraineté nationale finalement, ou les principes du droit foncier, tout en protégeant en même temps les informations ou en essayant du moins d'empêcher ceux qui voudraient franchement violer ou abuser le droit de l'environnement le fassent. Donc, ce que j'aimerais suggérer, c'est qu'au minimum, nous essayons de mitiger ces risques en essayant de faire des choses telles que peut-être utiliser des logiciels libres, en publiant autant que possible de manière transparente les articles ou les revues scientifiques ainsi que les résultats de ces études, en insistant à quel point sur l'importance finalement du partage des données, des accords et de leur respect en matière de transparence et de sources libres compte finalement dans la protection de l'environnement, justement pour essayer de mieux comprendre et identifier les endroits où se trouve un potentiel tout en prévenant les abus inutiles finalement ou les défigurations du paysage vaines, parce qu'une meilleure cartographie permettrait de mieux lancer les discussions de durabilité, de profitabilité, de rentabilité de manière constructive en évitant les dommages collatéraux entre guillemets. Donc j'aimerais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter ces données ou discuter de ces défis techniques ou solutions dans un contexte un peu plus détaillé à la suite. Merci déjà de votre attention. Eh bien oui, merci beaucoup Pete de cette présentation pour le moins exhaustive et clairement emballée, mais expédiée assez rapidement également, ce qui nous permettra néanmoins de revenir lors des questions. Réponse un peu plus tard sur l'un ou l'autre point qui pourrait intéresser notre auditoire à propos de ces instruments très utiles. Je voudrais vous présenter maintenant le deuxième orateur et une fois de plus vous inviter à formuler vos questions-réponses ou à les réserver du moins pour la séance destinée à cette fin. Notre prochain intervenant sera Marco Scaramanga, qui est le PDG de Minex, fondateur donc de cette institution. Il est passionné à propos justement du bon usage de la technologie pour améliorer la qualité de cette extraction minière, alors que cela parle de la traçabilité finalement, de l'utilisation de certaines plateformes qui permettent d'agréger les données ou de les mettre en rapport avec le marché. Et Minex donc travaille pour ou œuvre, je dirais, pour toutes sortes de minéraux, mais en particulier pour l'or, notamment au Ghana, au Nigeria, entre autres. Alors Marcus, la parole sans plus attendre est à vous. Merci beaucoup, Kenneth. Donc, en effet, mon nom est Marcus Calamanga. Je suis très honorée de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais commencer par peut-être les objectifs généraux, finalement, que donc Minex essaye d'atteindre, sachant que nous sommes vite absorbés le nez dans le guidon de nos extractions, justement, minières. Il est facile de perdre de vue, justement, quels sont les grands objectifs. Alors, il y a quelques abus de droit, notamment, que nous
tâchons de mettre en lumière ou d'éviter qui peuvent provoquer des dommages donc à la dignité humaine tant que à la déontologie du marché, et puis aussi donc des techniques finalement qui permettent dans les alliages métalliques finalement, de préserver aussi bien la qualité du produit que des personnes ou des vies impliquées. Alors, prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, la première question que j'aimerais commencer par soulever est quelle serait la principale barrière finalement pour arriver à être finalement une entreprise artisanale, donc responsable. Eh bien, je pense que la clé est finalement d'avoir un accès à cette chaîne d'approvisionnement. Hein. On le sait, il n'y a pas toujours de transparence, de traçabilité, de confiance finalement entre les fournisseurs et les acheteurs. Et les gens sont en droit légitimement de se poser des questions sur l'origine justement des matériaux utilisés. Alors la clé, je pense, est d'essayer de bien comprendre comment arriver à rester à flot en matière d'extraction minière et de production donc de ces résultats, malgré la petite échelle à laquelle on fonctionne. Et là, nous pensons finalement que les finances sont justement cette pierre d'achoppement dans le cas en particulier des EMAP. Si vous étudiez le cas de l'or, par exemple, qui après tout représente plus de la moitié de l'activité de tous les mineurs dans l'extraction minière, donc de petite échelle, eh bien, il faut avant tout arriver à combattre un marché illégal, hein, donc on ne paye pas de taxes finalement, donc le marché noir des braconniers entre guillemets de l'extraction aurifère. Et dès lors que l'on sort de ce marché-là, eh bien, on doit s'assurer qu'il y a une responsabilité, un lien entre les acheteurs et les vendeurs et combattre justement ce manque de transparence qui caractérise le marché noir. Alors, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il est crucial finalement, lorsque l'on œuvre en faveur d'une plus grande traçabilité et responsabilité, de mettre au point une série de symboles, puisque on est en face d'une concurrence illégale qui présente de nombreux avantages au niveau financier parce qu'ils ne payent pas d'impôts et de taxes, hein, bon, même si elles sont réduites, il faut savoir que donc, même s'il s'agit de 2 ou 3%, étant donné qu'il s'agit de sommes considérables, ces pourcents de taxes payées à l'État font toute la différence. Peut-on passer au prochain transport? Donc, comme je le disais, nous essayons de nous concentrer sur la création d'une plateforme financière pour les EMAP, de manière à ce que les entreprises artisanales puissent se mettre en contact, créer des partenariats et finalement créer des agrégats de capitaux qui leur serviront d'instruments permettant d'opérer de manière traçable, transparente et fiable, tout en développant leur expertise et en devenant une référence finalement. Alors comment se fournir par exemple tel ou tel équipement, sachant que l'on devrait pouvoir produire davantage, comment faire un calcul de retour sur investissement, de rentabilité, donc en fonction de toutes ces informations, normalement, ce que nous essayons de faire est justement de permettre par le biais de cette plateforme et de cet instrument financier d'encourager les gens à le faire et de le faire aussi à la bonne échelle. Parce que finalement, si vous examinez quelques-unes de ces initiatives en la matière, eh bien, ils ont tendance à faire des erreurs d'échelle parfois. C'est ça essentiellement. En matière de volume, pour bien se positionner par rapport aux besoins du marché, c'est assez difficile. Il y a des initiatives très louables, hein, telles que celle de Bamite par exemple, qui, je pense, sont actives sur une dizaine de mines, hein, et c'est formidable. Mais alors qu'il y en existe environ 1 million. Hein. Donc de sites d'extraction aurifère dans le monde. Alors, comment créer un modèle qui permette de déterminer ce positionnement d'échelle tout en restant responsable et en adoptant la déontologie voulue par rapport au cadre légal? Prochain transparent, s'il vous plaît. Merci. Alors, Donc, nous créons dans la chaîne d'approvisionnement une plateforme SFM. Nous essayons de créer la modélisation assez simple. Simple, ça veut dire quelque chose qui peut facilement être évolutif. Donc, nous avons une relation commerciale
avec le fournisseur, qui nous permet donc de reparticiper au niveau des financements. Dans bien des aspects, nous utilisons notre plateforme avec notre personnel, donc sur le terrain, pour définir les critères plus pertinents sur les questions minières. Et nous pouvons donc, par la suite, faire évoluer ces données tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Sur l'aspect de la ligne financière et des équipements de préfinancement des mineurs, cela nous aide à créer ces sourçages donc de préfinancement. Et concernant le minerai d'or qui est particulièrement concurrentiel, il y a 2 points qui nous permettent de réduire cette brèche. La question donc fiscale induite par le gouvernement, puisque souvent il est beaucoup plus pertinent d'avoir un montant, de recouvrer un montant fiscal amoindri, mais garanti. Si le fait d'avoir donc des conseils, de recevoir des conseils sur les champs d'exploitation afin de pouvoir être beaucoup plus concurrentiel par rapport aux marchés illégaux, c'est un deuxième point. Et l'utilisation de la technologie, lorsqu'on l'utilise pour transformer et créer une efficacité en termes de coûts et une traçabilité qui peut être par la suite utilisée pour donc au profit donc des banques et des institutions financières, également au profit des gouvernements et au profit des traders, et garantir donc une traçabilité dans le sourçage à un coût amoindri. Diapo suivante. Pour bien comprendre la technologie que nous utilisons donc la technologie donc de chaîne de blocs, le blockchain, pour travailler sur le plaidoyer des différentes sources utilisées en utilisant des données issues des gouvernements ou qui proviennent des paiements numériques issus des différents dispositifs ainsi que différentes facultés de sourcer les paiements sur le blockchain. Et nous traitons également l'ensemble des transactions entre les milliers de mineurs sur l'ensemble du pays, différents modules tels que TOEC, et nous rajoutons par la suite l'approvisionnement ainsi que les traders locaux qui permettent donc de transférer l'argent localement et garantir davantage de traçabilité à l'égard des mineurs. En utilisant les technologies comme les paiements numériques, nous pouvons avoir donc des enregistrements numériques de ces mêmes paiements et nous pouvons réduire les coûts de traçabilité des transactions. Nous pouvons donc avoir un panorama beaucoup plus étendu et nous pouvons donc ainsi procéder donc au suivi et à l'observation de ces flux financiers. Et toutes les images satellites également que nous récupérons nous servent à la formation et nous permettent de créer différents partenariats également. Lorsqu'on a quelques transactions, eh bien, les mineurs, en se connectant sur la plateforme, peuvent avoir accès justement aux questions de crédit et à des financements facilités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit précédemment, nous travaillons avec différents mineurs
au Ghana. Comme vous le savez, nous avons également des partenaires locaux au Nigeria, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo. Des partenaires locaux considèrent justement toutes les questions du microcrédit pour aborder toutes ces thématiques et développer leurs activités. Vous voyez vraiment ici des tentatives d'exportation légale donc de capitaux. Ils peuvent donc être largement en avance par rapport à leurs concurrents. Et différentes campagnes donc, qui ont été également impliquées dans différentes campagnes de sensibilisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je parlais un petit peu de l'équipe. Notre équipe donc répartie sur l'ensemble du concurrent. Jemal, Max, Burkina Faso, Miranda, Marcus Emmanuel et Dominique également. Merci infiniment pour votre attention. Merci Marcus, merci pour cette présentation. Nous avons hâte donc de participer maintenant à la session de questions-réponses et de développer cette discussion sur la prochaine plateforme, en particulier en considérant la technologie de la blockchain, de la chaîne des blocs. Nous allons maintenant changer d'intervenant. Je voudrais vous présenter Léon Riddle de Levin Sources, qui est gestionnaire d'affaires pour la gouvernance gouvernementale et le développement. Il a 5 ans d'expérience en développement d'affaires dans le secteur minier. Il travaille avec différents acteurs, différents partenaires en présentant les gouvernements, la société civile et les activités d'affaires afin de promouvoir davantage de responsabilités sur les acteurs miniers financiers. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup, Ken. Salutations à l'ensemble de l'équipe. Donc, je vais parler du Spotter ASM, qui est un outil qui nous permet d'observer l'ASM depuis l'espace. C'est un partenariat de fusion avec DIDA, Levin Sources, basé sur la technologie d'apprentissage machine, les différents spécialistes, soutenu également par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, soutien financier, ainsi que nos différents labos qui travaillent en Guyane. Donc, dans le secteur minier, nous avons établi une grande chaîne de valeur ajoutée pour le secteur minier en agissant de façon responsable et en favorisant la gouvernance. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'ASM Spotter, il s'agit d'un logiciel d'apprentissage machine qui détecte automatiquement et observe l'extraction minière artisanale à petite échelle et afin de pouvoir garantir efficacement et sur le long terme tous les impacts et les évaluations que nous pouvons en faire. Juste un petit rappel ici. ASM est très décentralisé, les maps est très, très décentralisé. Il est difficile d'attribuer donc des autorisations d'extraction et d'exploitation. C'est particulièrement cher et les mines artisanales à petite échelle sont les solutions ASM Spotter propose. Il peut donner des informations quasiment en temps réel
pour pouvoir détecter donc les exploitations minières artisanales à petite échelle. C'est une technologie particulièrement efficace en termes de coûts qui peut intégrer les gestions, les systèmes d'information, systèmes de gestion d'information des zones permanentes de concessions forestières, des zones protégées telles que les territoires autochtones par exemple, et il permet d'avoir des alertes immédiatement si quelque chose arrive. Alors, nous pouvons le combiner avec un système de suivi directement sur le terrain en établissant des alertes en fonction des différentes activités répertoriées. Le SM Spotter identifie les changements et les évolutions dans le temps. Il s'agit d'un mécanisme d'alerte précoce qui permet d'avertir le développement rapide ou les situations urgentes. Il permet également une application rétroactive. Il y a des images satellites qui peuvent être analysées, comme ça a été le cas il y a 2 ans. Nous avons pu constater l'évolution justement des exploitations sur le terrain. Les solutions sont des contributions importantes concernant les ODD. Il s'agit d'un grand potentiel socio-économique avec des impacts sur les questions des droits humains, sur la question également en matière de consommation et production, sur la croissance économique. Mais cela fait partie en tout cas de l'économie. Mais le SM Spotter soutient et participe pleinement aux engagements en termes de bonne gouvernance. Nous avons un signe positif qu'il ne s'agit pas d'un outil en tout cas de surveillance de police, mais qui est bel et bien utilisé à des fins positives sur le terrain. Nous parlons ici de 2 composantes. Les composantes ici sont d'une part technologiques, et d'autre part des outils de conseil qui permettent aux usagers d'interpréter les données et de participer pleinement au développement des données et de leur application sur le terrain. Il y a également des formations dispensées, l'utilisation également de données récoltées gratuitement. Nous pouvons également fournir des conseils et des modules permettant de procéder des analyses pour le client, permettant par la suite de passer à l'action. Diapo suivante, s'il vous plaît. Lorsque l'on regarde l'application, nous avons une démonstration, des démonstrations disponibles dans 3 pays. Vous pouvez le regarder ici actuellement. Nous travaillons au Guyana sur les questions de la commission géologique et minière. Nous avons intégré l'SM Spotter et comment nous avons pu l'intégrer également pour procéder donc au suivi d'évolution des exploitations minières. Le Spotter est intégré dans le système QGIS d'information et vous pouvez voir le site ASM depuis 2021 ici en rouge, et vous avez pu voir l'extension depuis donc septembre 2021 jusqu'à janvier 2022.
Il y a donc des inspections, des planifications qui permettent d'améliorer l'efficacité. Toutes les 6 semaines, nous procédons donc à des observations. Du fait des inspections, 20 à 25% des sites nous constatons 20 à 25% des sites sont finalement inactifs. Mais nous pouvons vraiment facilement relever les émissions sur le terrain. Le statut actuel de cet outil, nous fonctionnons en incluant des détections radar beaucoup plus détaillées, permettant de suivre les activités détectées, permettre de détecter les informations dans le système de gestion. C'est un outil développé sur le terrain, dont nous espérons pour les prochaines étapes pouvoir améliorer la portabilité, toutes les questions de téléchargement et le système de rapport, d'émission automatique de rapport. Et nous essayons également de combiner le radar avec la détection pour pouvoir justement garantir et assurer la demande de nos clients. Le partenariat, comme nous en parlions depuis le début, grâce à nos spécialistes d'apprentissage machine, notre source Levin nous permet d'informer, d'inspecter tout ce qui nous permet d'améliorer nos activités ASM. Je vous remercie de votre attention et j'ai hâte de répondre à vos questions ou commentaires éventuels. Merci. Merci beaucoup, Léon. J'ai hâte également de participer à ces discussions. Nous allons entamer dès maintenant. Il y a quelques questions de la part de notre public, mais je voudrais m'assurer que nous pouvons vraiment redistribuer les questions afin de pouvoir tous y répondre. Alors, tout d'abord, une question pour Léon. On se demande si vous pouvez parler plus en détail du spotter ASM et de certains détails techniques. Qu'est-ce qui est unique finalement concernant l'ASM spotter en plus de détecter et participer donc à l'imagerie? Alors concernant la classification des images ou de l'utilisation de l'apprentissage machine, quelle est finalement la partie innovante que vous amenez avec ce produit? Oui, alors merci pour cette question. J'y répondrai du mieux possible, puisque nous avons notre spécialiste n'est pas là avec nous malheureusement. Alors nous utilisons effectivement l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine. Nous essayons avec différents algorithmes d'entrer dans des contextes spécifiques à petite échelle. Et nous pouvons également détecter les éléments biaisés. Par exemple, même pour la région latino-américaine et la région de la forêt amazonienne, nous pouvons tester, procéder à différents tests. Pour la RDC également, nous avons le résultat de fiabilité de 80% de détection ASM. C'est quelque chose que nous n'avons de cesse d'améliorer. Très bien, merci. Fantastique, très bien. Donc, une question du public à nouveau. Une question de Kevin Tanner. Une question pour Marcus. Pour utiliser la blockchain, une base de données basée sur la blockchain,
C'est peut-être différent de d'autres systèmes qui permettent de répertorier et d'analyser les informations récoltées. Oui, merci. Alors, une question intéressante. Je pense que la manière par laquelle Minex fonctionne sur le terrain, c'est eh bien la façon par laquelle notre technologie a été conçue. Et cette technologie nous permet d'établir de nouveaux modèles d'affaires et de financer ces modèles d'affaires. Donc je pense que nous avons conçu cette technologie pour donner une traçabilité minimale et tout autour de la question du financement pour créer des produits financiers beaucoup plus adaptés aux besoins des mineurs en termes de production, de score de crédit, d'outils financiers qui se concentrent vraiment sur la technologie pour pouvoir permettre l'accès à ces produits financiers. Merci Marcus. Je rebondis sur la blockchain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement pour notre public qui n'est pas forcément très familiarisé sur cette technologie de la blockchain et quelles sont les applications, tout ce que l'on peut faire finalement grâce à la blockchain? Oui, alors si vous êtes par exemple en aval de la blockchain sur la partie manufacturière, eh bien vous devez vous fier donc aux sources intégrées. Donc, si vous utilisez des technologies ordinaires par le biais d'une plateforme qui peut être par la suite échangée tout au long de la chaîne, eh bien, c'est le bénéfice de la technologie dont la blockchain pour prendre donc ces données depuis les sources et les transmettre par la suite de façon tout à fait sécurisée. C'est en fait ce qui permet de donner une grande valeur ajoutée en termes de confiance, en termes d'évaluation, et vous pouvez par la suite donc renvoyer à nouveau les données à l'origine. Très bien. Donc, nous imaginons que le traitement des données à la source est particulièrement critique en termes de sécurité, de transparence et de traçabilité. Et souvent, cela manque de fiabilité ou de précision. Donc, c'était une question intéressante pour Minex. Pour une entité qui veut justement utiliser la chaîne d'approvisionnement, est-ce que vous avez des éléments précis concernant vos travaux, concernant le sourçage plus précis peut-être, ou par rapport à toutes les informations que vous envoyez? Oui, il y a deux façons de procéder. L'ancienne façon était d'avoir quelqu'un donc qui visite peut-être tous les mois un site et ils pouvaient par la suite établir leur rapport et comparer donc avec les mois suivants. La manière nouvelle de procéder concerne justement le traitement et le sourçage des données. Si on opère par exemple dans des mines et si nous analysons les paiements numériques effectués, on peut tout à fait évaluer toutes les transactions par rapport à ce minéraux précis, ce minerai précis. Donc, on peut combiner finalement par la suite l'expérience sur le terrain et voir avec ce système à l'échelle de la communauté. Les gens peuvent communiquer par SMS directement vers la plateforme et utiliser, voir les différents mécanismes établis sur le terrain donc de l'extraction minière. Sur le marché, nous avons énormément de sources de données. À la différence d'une seule personne sur laquelle repose la confiance. Très bien. Merci pour la question.
Une question de la part du public pour Pete. Les membres de Soladiani, c'est une présentation importante en termes de découverte, mais est-ce que nous pouvons localiser les mineurs euh, artisanaux de petite échelle? C'est peut-être l'occasion ou jamais, parce que finalement, nombreux d'entre nous ont dû se faire la même réflexion. Certaines de ces technologies, du moins, semblent très attrayantes. Comment les rendre accessibles à donc toutes les entreprises, comme on l'a dit, de petite taille? Alors, je crois que merci, en effet, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se ramènent à ça. C'est le Saint Graal, en quelque sorte, hein, comment arriver à utiliser ces outils et qui sont issus donc de la prospection minéralogique et des leçons tirées par le biais de l'intelligence artificielle qui peuvent paraître très hautement complexes et techniques a priori. Je crois que l'une des approches est celle que l'USGS, en tout cas en tant qu'agence gouvernementale, a considérée comme sa première responsabilité, à savoir, nous mettons en rapport avec le ministère industriels directement des nations concernées par ces exploitations. Et typiquement, ce sont eux qui disposent des géophysiciens ou des ingénieurs et des géologues nécessaires pour donc vulgariser, je dirais, ces technologies ou en tout cas la transmettre. Donc s'assurer que ces éléments, ces homologues existent est un premier élément. Deuxièmement, c'est évidemment essayer de trouver les ponts, les passerelles possibles entre, comme vous le dites, les extractions, enfin les entreprises de petite échelle et ces personnalités-là. Donc je crois que c'est ça la clé, servir de pouvoir servir d'agent d'intermédiation entre guillemets pour créer ces partenariats justement entre les entités d'envergure techniques fédérales ou nationales et qui comprennent bien les enjeux, je dirais, des ressources de leur exploitation, les questions de capacité de production, etc. Et d'autre part, s'assurer que cette information arrive jusqu'aux miniers, finalement artisanaux. Ceci requiert aussi une réflexion préalable pour essayer de manière, je dirais, visionnaire, la façon dont ces cartographies doivent être utilisées ou créées, plutôt conçues pour être aussi accessibles que possible, ainsi qu'une série de campagnes d'éducation probablement pour mieux utiliser ces cartes une fois qu'elles sont réalisées et finalement créer des espèces de partenariats pour réaliser des études sur le terrain à partir du moment où vous avez eu accès à l'un de ces instruments pour que ce ne soit pas finalement des échanges ou des partenariats avec des entités ou des agences purement expérimentales, hein, mais qu'on puisse aussi, je dirais, court-circuiter ou créer un troisième maillon entre les différentes personnes se tournant vers ces agences gouvernementales, par exemple. Alors, toute cette information, pour commencer, doit en tout cas être publiée, être accessible sur des forums transparents, s'assurer que les modèles et les données soient tous donc publiés dans des formats accessibles au grand public et il nous faut donc en tant qu'agence gouvernementale nous assurer que ce soit le cas. On peut également insister d'un point de vue légal sur les accords de partage de données justement, donc des sortes d'accords cadres, pas seulement gouvernementaux évidemment, mais aussi impliquant les petites et moyennes entreprises artisanales d'extraction aurifère, aussi dans les cercles académiques, de recherche, universitaires par exemple, pour les engager à s'impliquer davantage, toujours dans le sein de ces partenariats. Je crois qu'il y a d'énormes opportunités pour arriver à élargir ce réseau, mais je me rends compte à quel point c'est une gageure encore d'arriver à multiplier ceci transversalement au niveau des pays et des organisations. Merci beaucoup, Pete. Je crois qu'effectivement, j'allais faire allusion au contexte académique aussi. Je pense que c'est l'un des domaines où des grands progrès doivent être réalisés et certains auteurs soulignent les lacunes en la matière puisqu'il faut pouvoir trouver davantage de points d'entrée dans ce domaine d'activité depuis les tours d'ivoire académiques existantes. Donc, nous avons encore une minute, je crois, qui reste. Enfin, nous avons dépassé déjà de 4 minutes, à vrai dire, mais nous nous octroyons encore une minute pour la fin de cette session questions-réponses. Et il s'agit de s'assurer que peut-être des utilisations donc de ces technologies de détection ou de cartographie à distance soient aussi
finalement utilement exploité que possible. Donc, comment nous assurer que ces données finalement ne soient pas accaparées, je dirais, par les autorités nationales qui veulent interdire ou circonscrire les zones taboues, etc., et que cela soit vraiment réalisé pour le bien de chacun. Bon, tout le monde là peut répondre ou sauter sur la balle, je dirais, à cette question un peu générique de fin. Alors, j'aimerais commencer si vous le voulez. Alors, dès le début, je crois que notre objectif était d'éviter une utilisation du type à laquelle vous faites allusion, hein, donc c'est-à-dire policière finalement. Nous prévoyons des sauvegardes et des barrières pour justement essayer de ne pas permettre d'abus par rapport aux politiques climatiques ou environnementales. Dès lors qu'elles sont identifiées, ces attitudes ou ces comportements vont tout de suite être synonymes d'ailleurs de blacklisting, entre guillemets. Vous n'aurez plus d'accès à ces données satellitaires ou à ces technologies modernes. Et puis, bon, par ailleurs, il est vrai que la réutilisation de ces données, normalement, dès lors que l'on n'est pas suspecté de d'activités monopolistiques de ce genre, par exemple, eh bien, voilà, reste libre. Donc, vous choisissez de ne pas censurer, entre guillemets, ou limiter vos données à vos stricts usagers, c'est ça? Non, effectivement. Oui, moi, je serais assez d'accord avec Léon. D'une certaine manière, je pense que lorsque l'on voit le travail qui a été fait au niveau gouvernemental, déjà de l'agence, nous communiquons clairement sur ce sujet en fait. Il y a donc une finalité, je dirais, à notre travail et l'objectif n'est pas justement qu'elle soit contraignante, entre guillemets, pour essayer de miner, sans mauvais jeu de mots finalement, le terrain de l'EMAP en essayant de circonscrire leur activité. Donc il y a des respects de droits principaux, que ce soit sur le droit foncier, les tenures de ces exploitations ou des considérations environnementales. Donc il faut arriver à maintenir un esprit de conciliation et se rappeler qu'il ne s'agit que d'un instrument finalement qui aucunement ne finalement dédouane les gens de leurs responsabilités ou ne doit leur permettre finalement de se projeter dans des spéculations sur une exploitation à grande échelle, justement du fait de cette vision hélicoptère finalement du terrain. Hein. Donc il faut bien se dire que ceci ne doit pas s'être détourné, en effet, comme vous le dites, par le biais d'intérêts monopolistiques ou bien même oligopolistiques. Donc je pense que tout le monde, au niveau de la communication en tout cas, doit bien comprendre l'état d'esprit dans lequel ces données sont disponibles. Merci. Marcus, vous avez aussi, je crois, évoqué certains de ces instruments de détection à distance. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose par rapport à la répression ou à la détection criminelle? Oui, je crois que ça a déjà été plus ou moins bien résumé. C'est vrai que l'existence de ces plateformes qui centralisent finalement énormément de données présente toujours un risque de contrôle ou d'abus de pouvoir, mais euh, je pense que beaucoup de réflexion finalement est déclenchée au cas par cas sur ces questions-là d'infraction finalement ou de limites abusives. Oui, je pense que c'est une bonne conclusion finalement, se rappeler qu'il ne s'agit là que d'instruments, que nous avons des instruments de plus en plus performants dans nos boîtes à outils et que cela ne permet aucunement de transgresser finalement les principes, les règles auxquelles adhère finalement cette communauté globalement. Donc en tout cas, dans l'idée d'aider les mineurs à améliorer leur qualité de vie et leurs propriétaires finalement à se comporter de façon aussi responsable dans le respect de l'environnement. Et je crois que voilà, c'est donc ceci qui devrait permettre d'aider le plus grand nombre finalement
à aller dans le sens de l'intérêt aussi bien individuel que social. Donc, ces technologies ont été inventées à cette fin bienveillante finalement, et du moment que l'on continue à les utiliser avec précaution, je me plais à espérer que la communauté continuera à s'impliquer dans la prospection minière par le biais de ces technologies innovantes, toujours pour plus de bien-être et de confort de nos mineurs. Donc, il est temps maintenant de conclure et je crois que les autres questions auxquelles l'auditoire aura pu penser trouveront peut-être une réponse par le biais du chat. N'hésitez pas à entrer en contact direct avec l'un ou l'autre des participants. Nous allons donc nous arrêter là. Une autre atelier, une autre session de Mamakabi aura lieu demain. Je vous encourage finalement à être présent aussi. Les prochains ateliers auront l'occasion de soulever les questions de genre, de diversité et d'engagement de la communauté par rapport et à la lumière aussi et des engagements de la Banque mondiale. Et donc merci à tout le monde. Profitez bien du reste de votre journée et à demain.